Mise sur pied pour venir en aide aux pêcheurs de la région de Lamec, cette organisation s'est distinguée au fil des ans jusqu'à devenir un fleuron de la pêche commerciale dans les provinces atlantiques. Cette semaine, nous vous présentons la Coop des pêcheurs de l'île. Cette semaine, un regroupement de 160 membres avec 70 ans d'activité. Nous parlons de l'Association coopérative des pêcheurs de l'île. Et pour en savoir un peu plus, le directeur général, M. Marcel Duguay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de l'Association coopérative des pêcheurs de l'île. Qu'est-ce que c'est exactement? Comme vous l'avez dit, c'est un regroupement de membres. C'est une usine qui existe depuis 70 ans puis qui a été mise en place par nos ancêtres parce qu'il y avait un besoin dans ce temps-là de se prendre en main. Maintenant, en 2013, qu'est-ce qui se passe à l'association? Vous faites quoi exactement? C'est des pêcheurs, des membres qui travaillent dans des usines, c'est tout ça? La plupart des membres, c'est des pêcheurs membres. Donc, ils appartiennent à l'organisation qui est quand même, on transforme de la crevette cuite et pelée. On transforme aussi du crabe commun, du crabe des neiges, du hareng. Donc, on est multi-espèces. Puis c'est ça qui a fait la force, qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, c'est le fait qu'on est multi-espèces. Ben, disons, le mouvement coopératif, s'il était bien compris, puis si on revenait aux sources, si tu veux, des principes de base, les enseigner, pour apporter énormément au développement de l'économie du Nord-Est ou même de l'économie de la province. Moi, je sais, j'ai déjà vu, je ne sais pas, je l'ai dit, là, mais des familles complètes travaillent ça. Le père, la mère, les enfants, ça travaille tout complet. Toutes les deux complètes. C'est un mouvement qui peut englober beaucoup de personnes, puis beaucoup de personnes ensemble peuvent faire de grandes choses. 70 ans d'activité. Ça veut dire qu'on se retrouve en 1943, où là, il y a une coopérative, l'association qui s'est mise en marche. Mais il y a une raison pour ça. Pourquoi ça a commencé? Si on faisait un petit retour en arrière, fin des années 20, le monopole n'est pas aux pêcheurs à ce moment-là. Donc, c'est des compagnies étrangères qui étaient dans la région. Madame Gauvin, qu'est-ce que votre père faisait exactement pour les Robins à l'époque? Il travaillait contre-maître pour les Robins. Il y avait plusieurs personnes à sa charge. Puis je suis curieuse de savoir comment les Robins exerçaient leur contrôle sur la communauté avant l'arrivée du mouvement coopératif. Ils ne payaient pas en argent, il fallait prendre le crédit. S'ils voulaient avoir de la farine ou quelque chose, c'était du crédit. Des fois, le crédit venait. Il y avait moins de pêche que le crédit volait, puis ça fait que ça faisait des dettes à la fin de l'année. La vie du pêcheur à l'époque, disons que la pêche se faisait pas avec des goélettes. La plupart des goélettes étaient la propriété des Robins, mais il y en avait quelques-uns qui possédaient leur propre goélette. On partait quand le vent décidait de nous apporter au large parce qu'il n'y avait pas de moteur. Il fallait arrêter pas loin ici, là. On mettait le doré à l'eau, puis on allait à la côte pêcher des coques pour être capable de faire des apports. On allait au large. On jiguait la morue. Un peu plus tard, il y a eu la ligne traînante, la tralle. On apportait le poisson à bord, on l'étêtait, on le vidait, puis on le tranchait. Puis on le salait dans la cale du bateau. Quand la coop a commencé, ils étaient sur la veille de perdre le bien. Là. Ils perdaient le bateau, puis ça perdait même les maisons, c'était dangereux. Moi, j'ai vu des gars qui étaient pris à l'année, là. Ils vendaient le poisson, puis il y avait juste des billes, puis l'hiver, ils mangeaient là, puis le printemps, ils étaient encore en dette. Ça fait quand tu voyais ça, là, puis j'entendais parler mes parents, pareil, mon père, puis les autres, ils parlaient pour la coop. On leur a donné des outils, si on veut, après une étude qui a duré 15 ans quand même. À toutes les semaines, on se réunissait dans différentes cuisines sur l'île Lamec. C'est vraiment le père Livan Chiasson qui a été l'instigateur de tout ça, qui a fait que les pêcheurs ont pu avoir ce qu'il fallait. C'est ça, il y a eu une formation, il y a eu une éducation de fait dans ce domaine-là, puis je pense qu'il y a eu des leaders qui ont pris ça en main.
Alors là, il a commencé à avoir des petites coopératives qui se sont installées un petit peu partout. Chacun avait sa particularité. Puis en 1943, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu trop éparpillés à la grandeur de l'île. Alors on a consolidé toutes ces petites coopératives-là, et puis on a créé l'Association coopérative des pêcheurs de l'île. Le premier hangar qui a été construit était situé au garage central. Quelques années plus tard, il a été transporté sur le site à côté de l'école, et c'est là que le développement a commencé à se faire. Monsieur Duguay, vous êtes présentement directeur général de l'Association coopérative des pêcheurs de l'île, mais ce n'est que depuis le début de cette année. C'est ça. Vous êtes arrivé... Moi, j'ai débuté en 1990. Alors, j'étais gérant de production. Et puis, lorsque j'ai débuté, c'est justement avant le moratoire du poisson de fond. Donc, le poisson de fond était notre production plus importante. Dans cette période-là, on avait au-dessus de 1000 employés qui travaillaient pour l'organisation. 1000 employés, il y en a maintenant combien? 350 environ. Ça a donné un dur coup, hein, le moratoire sur les poissons de fond. Ça a donné un gros coup. Ça a été très difficile, mais c'est pas la première fois qu'elle se prenait en main puis qu'elle se relevait d'un problème ou d'une situation difficile comme celle-là. Le conseil d'administration d'alors a pris une décision dans les années 95 de tout arrêter les activités pour 6 à 8 mois afin de mettre un plan de restructuration en place. La morue était la principale ressource. Dans ces années-là, l'association aurait pu prendre la décision de dire « OK, on a une vache à lait, c'est la morue, et on continue avec la morue seulement et on ferme les autres petites lignes de production. » Dont la crevette. La crevette, on faisait de la crevette, cuite et pelée ce temps-là, mais c'était une petite ligne. On faisait du crabe des neiges, on faisait du hareng. La décision était prise de continuer ces petites opérations-là, puis c'est ce qui a sauvé l'organisation. Parce que quand la morue a tombé du jour au lendemain, ta vache à lait n'était plus là. Donc, à partir de ça, la décision a été prise de bâtir une usine de crevettes. Puis c'est ce qui a été fait. Puis maintenant, on a une des usines les plus modernes au Canada. En plus, elle est certifiée MSC, donc c'est une pêche durable qui certifie qu'on la pêche, qu'il n'y a pas de danger que la ressource est bien gérée. Quand on voit MSC sur un sac, ça veut dire que la pêche a été évaluée et elle n'est pas dangereuse pour l'environnement marin, pour les fonds marins, et puis qu'elle est bien gérée aussi. Ce qu'on produit, c'est de la crevette cuite, pelée, congelée individuellement. Donc, c'est beaucoup automatisé. On a vraiment une belle usine. Mais on n'arrête pas de faire les autres. On veut rester multi-espèces, basé sur cette expérience-là. On veut être capable, si jamais un jour que cette espèce-là diminue, on a d'autres choses à côté. Donc, on produit du crabe commun et on produit aussi la rave de hareng et du crabe des neiges. Si on parlait de la situation des pêcheurs à ce moment-là, c'est un désastre pour eux. Je dirais qu'ils devaient être dévastés. Pour les pêcheurs, c'était pas facile pour l'organisation, mais ce qui est beau, c'est que les pêcheurs membres ont continué à soutenir l'organisation. Il y en a beaucoup qui siègent sur le conseil? On a 9 directeurs, donc pour nous, c'est super important. Donc, c'est ça qui fait la différence entre tous les autres genres d'entreprises et une coop. Pour commencer, c'est coopérative, on peut donner notre opinion. On va des assemblées annuelles, puis on peut donner notre opinion. Mais on ne va pas dans une compagnie privée, on ne peut pas donner ton opinion. Puis ici, à la coop, moi, justement, presque toute ma famille a travaillé ici. Mon père, ma mère, il y en a de mes soeurs, même ma femme a travaillé ici. Il y a une de mes filles qui a déjà travaillé ici. Puis tant que je suis ici, je suis pas mieux que... Pas des belles plus maltraité qu'un autre, là. C'est juste ça de mon goût. La coop est gérée par ses membres. Donc, c'est dynamique, mais c'est les membres qui prennent les décisions importantes de l'organisation. La gérance est là pour les guider. Puis c'est ça qui fait qu'on est là depuis 70 ans. Puis c'est ça qui va faire qu'on va être là encore pour 25, 30, 40, 50 ans. C'est la continuité. Puisque la coopérative est soucieuse de son impact environnemental, elle applique des mesures rigoureuses afin de réduire le déversement de ses déchets liquides. Car en plus de polluer la baie de la Mecque,
Les déversements occasionnent des odeurs qui incommodent les citoyens. Ces nouvelles mesures témoignent d'une coopérative à l'écoute de ses membres, prête à investir pour moderniser ses installations. En raison du faible courant marin dans la baie de la Mecque, l'association coopérative a dû procéder en 2005 à l'installation d'un système de clarification de ses eaux de production. Ce système a permis d'enlever 85 % de la charge nutritive de ces effluents. Vous êtes constamment en train de vous adapter. Présentement, vous travaillez en étroite collaboration avec le Centre de recherche de l'Université de Moncton, campus de Shippagan? On travaille très étroitement avec eux, ça fait des années, parce que notre but, c'est de valoriser les coproduits. Lorsque tu transformes la crevette, par exemple, tu peux avoir 30 % de rendement. Donc, tu as 30 % de chair de crevette sur le total que tu achètes. Donc, l'autre 70 % actuellement, nous, on a quand même une usine de farine de poisson. L'autre 70 % il est séché et il peut servir pour nourriture animale. Il n'est quand même pas perdu, il n'est quand même pas jeté. On fait quelque chose. Mais nous, on veut valoriser ça. Donc, on veut, avec l'Institut de recherche, trouver qu'est-ce qu'on peut faire de plus. On a un projet, un gros projet d'une valeur de 5 millions, je pense, total, un FIA, Fonds d'innovation atlantique. On a réussi à trouver quelque chose. Ça fait une dizaine d'années, on a découvert ce qu'on appelle de l'huile de crevette. On est les seuls qui a le procédé pour faire ça à date. On n'a pas la certification encore pour vendre cette huile de crevette-là, mais on est proche. Une huile comestible? C'est une huile qui va servir probablement pour nourriture animale, pour coloration du saumon, par exemple. C'est une huile qui est très orangée. Ça n'existe pas ailleurs. Comme je vous dis, on l'a trouvée par accident. C'est sûr que l'Institut de recherche est impliqué avec nous pour développer ce procédé-là. Quand c'est un nouveau produit, il y a beaucoup d'étapes de certification à faire, puis c'est là-dessus qu'on est rendu. Si tu parles de projet à long terme qu'on est en train de regarder, oui, on est en train de regarder à l'aquaculture. Pour nous, le futur des pêches à plus long terme, c'est l'aquaculture. Et pourquoi l'aquaculture? Il va toujours avoir de la pêche, mais nous, ça nous prend du volume. Donc, on cherche une façon d'amener plus de matières premières et puis on trouve qu'une façon, ça serait de se spécialiser dans ce domaine. Donc, on est en train de regarder à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être là, mais on est en train d'étudier très sérieusement. C'est constamment des défis qu'il faut relever. Si on parlait des normes sanitaires qui ont dû changer au travers des dernières années? Oui, ça a été un autre défi qu'on a dû passer au travers dans tous les niveaux, que ce soit dans le crabe des neiges, que ce soit dans le crabe commun et surtout la crevette. Les acheteurs sont très difficiles, puis ça nous a permis, nous, de nous améliorer de ce côté-là. Tous les acheteurs viennent vérifier annuellement et certifier l'usine. Nous, on a travaillé fort pour être certifiés du côté du Royaume-Uni, qui est un gros acheteur de crevettes. Et puis là, cette année, c'est la première année, on a atteint ça. On va vendre plusieurs containers au UK. Disons, au niveau de la qualité actuellement, ce que j'entends, on est pas mal dans les meilleurs au monde au niveau de la qualité. On rejoint pas mal la qualité européenne. Au niveau de production, au niveau de rendement, au niveau de qualité du produit, je pense qu'on est à jour. Il y a une séparation entre le cru et le cuit. Tout ce qui est cru, tout ce qu'on appelle une zone non sanitaire, tout le monde est habillé en bleu. Le filet à cheveux, le sarrau, les bottes. Lorsque tu rentres dans une zone qui est à risque, une zone, on appelle ça des zones sanitaires, tout le monde est blanc. Bottes blanches, nettes blanches. C'est sévère, mais c'est bien comme ça. Et les employés ont dû s'adapter? Une fois qu'ils comprennent le pourquoi que cela est demandé, cela est fait, tout le monde embarque. On n'a pas eu de problème avec ça. La qualité, ça a toujours été un point important pour l'organisation. Donc, vous savez, si vous achetez la crevette Port-Royal, qui est notre marque de commerce, vous allez acheter un produit de qualité numéro 1. La différence qu'elle a avec la crevette d'eau chaude, c'est qu'elle a un goût particulier. Puis, un petit exemple là-dessus, c'est que nous, pour vendre la crevette, il faut aller, comme on vend, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la majorité est vendue en Europe. Donc, le show le plus important là-bas, c'est à Bruxelles. Donc, lorsqu'on va, on amène, on fait déguster un peu la crevette. Donc, il y a une personne qui a passé au kiosque, goûté la crevette. Elle a continué un petit bout, elle a tourné de bord, puis elle est venue nous demander qu'est-ce qu'on mettait là-dedans. On a dit, on ne met rien, c'est le goût naturel de la crevette. Donc, à partir de là, il est devenu un nouveau client de l'association. Donc, c'est ça, il y a un goût naturel dans la crevette. Tandis que la crevette d'eau chaude,
Elle est bonne aussi, c'est une bonne protéine, mais la différence, elle n'a aucun goût. Mais on sait que la crevette d'eau froide, c'est toujours, elle est prise dans l'état sauvage, elle se nourrit elle-même, puis quand on la pêche, nous, on l'écale, mais on ne met rien d'autre. Et ça va pour toutes les autres espèces? Les autres espèces, si on parle du crabe des neiges, c'est évident que l'avantage qu'on a, nous, dans la région, c'est un crabe très propre. Donc, il ne faut pas oublier pourquoi qu'on peut vendre aux Japonais. Nous, les Japonais mangent beaucoup avec leurs yeux. Puis, ils l'écalent et c'est super important qu'il soit bien clean. Donc, c'est pour ça que nous, avec la qualité de crabe, on peut se permettre de vendre, que les Japonais sont ici et ils achètent notre crabe. C'est qualité numéro 1 parce que l'écale est super clean. Donc, c'est ça qui est un des avantages des propriétés du crabe des neiges du Golfe. C'est un marché différent et puis ils travaillent différemment. Donc, eux, lorsqu'on produit pour les Japonais, ils ont toujours un technicien dans l'usine. Donc, lorsqu'ils acceptent le produit, lorsqu'on le met dans le container et puis il s'en va, ils ne reviendront plus sur la qualité. Une journée type dans la vie d'un travailleur de shop, travailleur d'usine, on appelle communément travailleur de shop ici, ça ressemble à quoi? C'est des grandes heures? Ça dépend toujours dans quel secteur que tu vas travailler. C'est que nous, on est divisé dans différents départements. C'est évident que notre production principale, qui est la crevette, vu qu'on a beaucoup de production, on a 2 quarts de travail. Donc, les gens vont travailler de 8 heures le matin à 5 heures l'après-midi, puis un autre quart de travail commence à 5h30 jusqu'à 2h30 du matin. Oui, ça peut être intensif pour un bout, ça peut être 7 jours par semaine, mais eux, c'est moins intensif parce qu'ils vont travailler 8 heures par jour. Mais il y a d'autres productions qui sont un peu plus courtes. Lorsque tu vas au crabe des neiges, le crabe des neiges, on produit du 15 avril à aller à peu près à la fin juin. Donc, c'est 6 semaines, mais c'est 6 semaines très intensives pour les travailleurs. Donc là, pour répondre à ta question, à ce niveau-là, eux peuvent commencer à 7 heures du matin et terminer leur journée de travail à 11 heures du soir. L'horaire, quand on travaille dans le hareng, c'est le même principe. Le hareng qui est plus à l'automne, les mêmes employés peuvent commencer à 8 heures du matin et terminer leur journée de travail à 10 heures du soir. Mais c'est pour une petite période, comme le hareng, c'est 1 mois. Puis après ça, mais il reste que c'est dur. C'est des jobs qui peuvent être durs physiquement, surtout dans ces productions-là. La crevette, c'est plus automatisé, donc il y a moins de jobs durs physiques. Mais quand on parle du crabe commun, crabe des neiges, c'est des jobs durs physiques. Avez-vous des employés qui sont avec vous depuis des décennies? On a des employés, une personne vient de prendre sa retraite, 44 ans. Oui, c'est l'employeur de la région. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'était l'employeur. C'était? C'était l'employeur de la région parce qu'aujourd'hui, un défi qu'on a, ça va être justement la main-d'œuvre. La moyenne d'âge actuelle est 53-54 ans. Beaucoup de personnes prennent leur retraite et on a très peu de jeunes qui sont intéressés ou qui ont le besoin de travailler dans cette industrie-là. Donc, on a un défi actuellement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sûre que vous y avez pensé. On est en train de garder différentes possibilités. C'est sûr, l'automatisation est une façon de régler une partie du problème. Améliorer la productivité à l'intérieur. Donc, au lieu de prendre 2 employés, on en prend un, mais la tâche est modifiée un peu. Puis, si on n'arrive pas avec ça, mais là, ça va être aller chercher des employés étrangers. Et dans quel pays? On ne sait pas encore. Il y a différentes... On est en train d'analyser ça. On a différentes personnes qu'on parle avec. Ça peut être du Mexique, ça peut être des Philippines, ça peut être du Vietnam. On est en train de regarder à ça. Si on parle de l'impact de l'organisation est une entreprise très importante dans la région. Elle est aussi importante du côté pour les activités de la région parce qu'on participe à travers des dons dans différentes activités. Un exemple, le Festival Baroque. Puis il y a beaucoup d'autres activités comme ça, locales, qu'on participe. Exact. Ces initiatives ont permis notamment la création de logements pour personnes âgées autonomes.
et plus récemment la création de la coopérative d'énergie renouvelable dont vous pouvez apercevoir les résultats derrière moi. Et elle est aussi importante dû au fait que tous les profits de l'organisation, vu que c'est une coop, est distribué sous forme de ristourne à ses membres. Puis les membres, c'est tous des gens de la région. Un des principes, les principaux principes du mouvement coopératif, c'est un homme, un vote. C'est-à-dire, tu peux être riche quand tu voudras, si tu es un membre de la coopérative, tu as un vote. Tandis que dans une compagnie, si tu as 75% des parts, tu as 75 votes. C'est ce qui fait un petit peu la différence. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est orientée vers la personne humaine. Elle reconnaît la dignité de la personne humaine plutôt que l'argent. C'est sûr qu'on ne peut pas conduire une coopérative sans viser à faire des bénéfices. Mais les bénéfices qu'on fait sont ensuite redistribués parmi les membres. Est-ce que ça existe une autre association coopérative de pêcheurs comme ça dans d'autres endroits dans le monde? Puis c'est drôle, vous m'en parlez justement, ça me fait penser, il y a au Labrador, qui a Labrador Union Company, qui est une grosse coopérative. Et puis, on vient tout juste d'avoir une entente. On est actionnaire à 50-50 entre Labrador et l'association coopérative d'un bateau-usine. On appartient à un bateau-usine à 50 % avec eux qui pêchent au nord de Terre-Neuve. C'est complètement à part, mais on reçoit des dividendes de cette organisation-là qui est lucrative et qui fonctionne bien. Ça a été une vision qui a été mise en place plusieurs années passées par un conseil d'administration du temps, un directeur de ce temps-là qui voyait des possibilités. Puis aujourd'hui, c'est super important. Ça, c'est une autre chose qui a fait qu'on a passé au travers de la crise de Montréal parce qu'on avait cet actif-là qui nous permettait aussi de pouvoir passer au travers. Un bateau-usine. Ça implique qu'on pêche, on transforme, mais... Directement sur le bateau. C'est de la crevette en écale qui est congelée directement à bord du bateau. Puis c'est ça, c'est vendu, c'est mis dans les boîtes et c'est vendu comme ça. Il y a un chemin de fait, là. On pense au bateau qu'il y avait au tout début. Ah, ça, c'était pique-nique. À ça, tu pèses un bouton, tu vas à la même place que tu étais l'année passée. Tu es libre, tu vois toutes sortes d'affaires, les beaux levées de soleil du matin. Tu as hâte d'aller voir tes cages aux morts pour qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, je veux dire. Il y a des beaux projets, il y a des beaux défis. On a des idées, puis comme je vous dis, le futur qui s'en vient, on a d'autres idées qu'on amène. Et je les remercie pareil parce que c'est pour la génération qui va venir. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fini, là. Mais les autres qui vont rester ici, là, faut que tu laisses quelque chose. Ça prend des nouvelles idées, mais ça prend aussi des membres qui sont prêts à embarquer là-dedans. Puis c'est ça qu'on est chanceux, c'est qu'on a des membres qui sont ouverts et qui sont prêts à suivre et qui nous orientent aussi vers les bonnes décisions à prendre. 70 ans d'existence cette année, on vous souhaite un autre 70 ans pour l'Association coopérative des pêcheurs de l'île. Merci beaucoup, M. Marcel Duguay. Merci à vous.